Merci beaucoup. J'ajoute à mon tour des remerciements brefs mais sincères également à l'Institut, aux organisateurs et à tous nos collègues qui participent à construire cette journée. Alors, quelques points. Donc, de mon point de vue d'historienne, plutôt sur les épidémies du passé. Et j'avais 4 réflexions si j'ai le temps de les formuler. La première, c'est le fait, j'enfonce une porte ouverte, mais de redire que la circulation des maladies infectieuses, et en particulier le moment critique que constitue une pandémie, peuvent être lus comme le cas paradigmatique de la frontière comme enjeu de sécurité. Et dans la longue durée, la préoccupation anti-épidémique a été territorialisée, spatialisée. Elle s'est focalisée sur la constitution d'anciennes frontières ou la création de nouvelles. À différentes époques, le moment épidémique a pu être un champ d'expérimentation de la notion de frontière sanitaire, health border, dans les études anglo-saxonnes, donc dans le gouvernement des mobilités. Le 19e siècle constitue un moment de haute intensité de cette préoccupation, notamment parce que des sciences et des techniques sont mises au service du développement de la capacité des gouvernements à exercer leur contrôle sur des sphères élargies d'activités publiques et privées, et s'élaborent ainsi des savoirs de la frontière sanitaire dans une Europe qui est alors confrontée à l'intensification de la circulation épidémique, notamment celle du choléra et de la fièvre jaune. La frontière sanitaire, elle correspond ainsi à la conception traditionnelle de la frontière barrière territoriale, mais aussi d'une complexification immédiate et d'un épaississement, pour reprendre la problématique de la frontière épaisse, des dispositifs sanitaires. Barrières physiques, frontières de barrages et de papier, mais aussi des territoires, des interfaces où sont impliqués une grande diversité d'acteurs. Alors, il faut ajouter que les politiques de contrôle, bien sûr, ne sont pas sans lien avec les systèmes d'interprétation des épidémies, les savoirs sur les origines et la propagation des épidémies sont multiples et sont l'objet de controverses publiques. Alors, pour n'en citer que 2, il y a le fameux débat du 19e siècle qui commence dans les années 30 qui oppose les contagionnistes aux infectionnistes, c'est-à-dire l'idée que dans un cas, le choléra est une maladie contagieuse à transmission interhumaine, opposée à l'idée de l'infection, c'est-à-dire la thèse d'un foyer strictement localisé qui apparaît spontanément quand des conditions topographiques ou climatiques sont réunies. Et bien sûr, selon le système interprétatif, la conception de l'action publique, mais de la frontière même, en est bouleversée. Pour aller jusqu'à la théorie des germes à la fin du 19e siècle, la mise en cause du micro-organisme dans le mécanisme infectieux, où la notion de contagion devient cardinale, et elle rend l'urgence de l'action impérieuse. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. L'enjeu du contrôle n'est plus seulement spatial, mais il est presque essentiellement temporel. Il faut aller plus vite que l'épidémie, ce qu'on a vu beaucoup dire au moment du Covid, car s'abstenir d'agir vaut expansion de l'épidémie quand on raisonne dans un cadre étiologique de la théorie des germes. C'est cela qui met en péril la collectivité et qui peut se résoudre par la prophylaxie des maladies évitables, puisque désormais, si elles sont transmissibles, elles deviennent évitables par différents moyens prophylactiques. Deuxième point rapidement, la mise en cause du cadrage national. Ça, je pense qu'on le voit totalement historiquement. Bien sûr, il y a une récurrence depuis le 19e siècle de la désignation nationale du péril épidémique. Avant le SARS-CoV-2 chinois, on parlait du choléra indien ou de la grippe espagnole ou mexicaine, etc., selon l'imputation de son origine. Mais pour autant, dans la longue durée, le national n'est pas le cadrage de référence du contrôle, voire même de l'État contrôleur.
Alors pour ne pas remonter aux cités-États italiennes du XVe siècle et des premières mesures de contrôle, de l'invention du lazaret et de la quarantaine à Raguse, à Venise ou à Gênes, mais aussi l'échelle régionale, le mur de la peste, par exemple, pour lutter contre la peste de Marseille en 1720, pour éviter son expansion à la région, Contat-Venessin, mais aussi au XIXe siècle, l'action publique qui pense le territoire comme une citadelle assiégée, qu'il s'agit de défendre aux frontières, mais à différentes frontières, aux frontières européennes. Le grand hygiéniste Adrien Proust, l'expert international de l'époque, qui écrit ses livres « Défense de l'Europe contre le choléra, contre la peste, etc. » Mais aussi échelle locale de la frontière et même à l'intérieur du quartier urbain, à l'échelle voire d'une rue, d'un îlot d'habitation, par exemple pour la fièvre typhoïde. L'importance des politiques municipales a été mise en valeur en France, semble-t-il beaucoup plus efficace alors que la santé publique à l'échelle nationale. Alors on pourrait donner d'autres exemples, celui de la grippe espagnole qui en guerre mondiale intervient entre alliés, c'est-à-dire on se protège de la circulation de la grippe venant de l'ennemi et pas de celle qui vient de ses alliés. Donc une subversion du cadre national par le traitement de l'épidémie. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Bertrand Badi, il faudrait naturellement intégrer dans le tableau la question des imaginaires, c'est-à-dire la question culturelle, la représentation culturelle qui est peut-être beaucoup plus performative dans certains cas sur la politique produite de défense sanitaire que le cadre strictement géopolitique. Pensons à la défense de l'Europe contre le pèlerinage de la Mecque, les effets sanitaires du pèlerinage de la Mecque, qui est une grande obsession du XIXe siècle, et qui donc, il s'agit de transformer une région, mais la manière dont on se représente la région et ses populations en un espace sanitairement contrôlé. Le troisième élément, et ça c'est peut-être l'objet plus spécifiquement de mes propres travaux, c'est d'essayer de travailler sur les dispositifs, les technologies sanitaires, comme disent certains auteurs, qui sont mises à l'épreuve finalement dans la circulation infectieuse. Technologie sanitaire la plus classique et la plus pérenne, c'est le système qui est formé par le trépied quarantaine, lazaret et les patentes de santé, qui sont des documents administratifs qui autorisent ou interdisent de circuler sur terre ou sur mer, donc une forme de passeportisation de l'état sanitaire, mais qui est contrôlée par une administration locale. La quarantaine est déjà dénoncée comme obsolète et moyenâgeuse au XVIIIe siècle et encore plus au XIXe, et se met en place un contre-système, enfin ce qu'on a pu appeler les néo-quarantaines ou l'English system. Il y a toute une littérature en France, par exemple les travaux de Patrice Bourdelais sur ce système qui s'élabore en Angleterre dans le sillage de Chadwick et qui propose une réforme sanitaire qui conduit de fait à réduire la politique de santé publique à l'assainissement. Et cela conduit à des dispositifs de lutte anti-épidémique qui sont fondés sur ces néo-quarantaines, c'est-à-dire on va remplacer les quarantaines traditionnelles en par exemple réduisant à très peu de temps l'isolement des bateaux, en menant des inspections à bord, en isolant les malades, en conférant des pouvoirs croissants d'intervention aux autorités sanitaires, notamment portuaires, en hospitalisant obligatoirement certains malades, en désinfectant les bateaux, en détruisant les marchandises, etc. Et surtout en mettant en place un traçage des voyageurs de 5 jours qui suit leur arrivée, et la mise en place en 1890 en France du passeport sanitaire qui doit les suivre, un passeport d'immunisation, non pas de vaccination, mais la garantie que le voyageur est sain
durant les 5 jours qu'ils suivent son arrivée. Il est contrôlé médicalement, y compris par le maire de son lieu d'arrivée. Un autre exemple, ce serait celui de la line inspection, sur laquelle Nancy Green a travaillé sur Ellis Island, l'arrivée des immigrants américains, et cette visite médicale très très célèbre, en haut des marches, où les entrants sont examinés individuellement par les médecins du Public Health Service. Mais c'est une observation extrêmement rapide, extrêmement brève. On va porter un regard sur la physionomie, sur l'expression du visage, sur le cuir chevelu. On va chercher des signes de contamination. On va chercher des indices en l'absence d'examen détaillé. Et enfin, dernier exemple, le dispositif bactériologique, c'est-à-dire un critère qui n'est plus du tout la nationalité, qui n'est plus l'origine, mais qui est la garantie sanitaire. L'examen bactériologique permet l'objectivation de l'infection. Par exemple, dans les travaux de Paul Weidling, il a bien montré comment le cordon sanitaire à la frontière russo-polonaise, dans les années 20, est constitué d'une zone de 150 km de profondeur qui réunit qui relie des instituts d'hygiène, des laboratoires bactériologiques, des hôpitaux de quarantaine. Tout ça en un système de contrôle. Très brièvement, j'évoque mon dernier point, qui était la dernière question, finalement, c'est quel impact du contrôle étatique, c'est-à-dire quelle coercition et quelle contestation. Ça sera bien sûr vu de manière très très schématique, mais il va sans dire que les quarantaines du passé sont beaucoup plus coercitives que celles que nous connaissons aujourd'hui. Évidemment, cela peut avoir avec la privation de liberté du pass sanitaire. Il suffit de lire Rousseau, par exemple, dans les Confessions, où il raconte sa quarantaine de 21 jours qu'il a subie à Gênes durant la peste de Messine. C'était quand même une quarantaine sérieuse. Les cordons sanitaires, par exemple, contre le choléra, sont militarisés. On tire contre les contrevenants. Alors, les analyses qui ont été faites par des historiens de la santé sur ces politiques ont longtemps... alors, il y a les théories classiques de Acker-Knecht qui avaient analysé l'origine des politiques de lutte anti-épidémique selon l'expression de la nature politique des régimes, en gros États autocratiques contre États plus libéraux, en mettant d'un côté les quarantaines et de l'autre des formules plus souple. Alors cette thèse a depuis longtemps été mise en question, et notamment, par exemple par les travaux de Peter Baldwin, mais notamment parce que il a mis en valeur les contestations de ce système. En fait, ce système a été constamment contesté, mis en cause, notamment les contrôles stricts de la circulation, si bien que les États, les autorités craignent les désordres sociaux qui peuvent s'ajouter à l'épidémie, facteur de désordre social en elle-même, et qui peut être abondé par les contestations qui s'ajoutent, c'est-à-dire par exemple l'English System qui semble comme ça plus léger que la quarantaine stricte, eh bien l'English System est vu au contraire comme une contrainte individuelle avec ce traçage des individus et des voyageurs plus coercitif que la quarantaine traditionnelle. Alors, un mot néanmoins pour conclure et pour nuancer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, attention, il n'y a pas seulement des contestations, il y a aussi des pressions de la population pour le maintien des dispositifs de protection, pour le maintien des quarantaines et des cordons sanitaires qui sont jugés protecteurs. Et puis, je voudrais quand même insister aussi sur le fait que les dispositifs sanitaires ne sont pas seulement exclusifs, mais ils peuvent être aussi
inclusif. Alors Foucault, lui, parlait de l'exclusion du lépreux opposée à l'inclusion du pestiféré, mais derrière inclusion, il voyait quadrillage systématique qui visait jusqu'à l'individu pris dans un système réticulaire du contrôle de la peste. Mais on peut voir aussi d'autres formes d'inclusion, et notamment le fait que, par exemple, à Ellis Island, dans la visite médicale, eh bien, il y a la visite médicale, elle se termine soit par une exclusion, effectivement, un retour du voyageur, un retour forcé, mais aussi possiblement par une hospitalisation et une prise en charge par le soin du voyageur. Et on peut souligner qu'à Ellis Island, des travaux comme ceux de Fairchild, par exemple, ont montré que le système de triage avait été extrêmement peu sélectif sur des bases sanitaires, puisqu'il y a eu, on l'estime, à peu près 1% de la population d'immigrants qui n'a pas pu rentrer aux États-Unis pendant les 30 ans de la plus haute immigration, mais que parmi ce 1%, seuls 10% ou 10-15% le sont pour un motif véritablement sanitaire. Donc je pense qu'il faut intégrer quand même cette vision de modération à la vision globale de la coercition sanitaire.